Salut et bienvenue dans cette nouvelle session. L'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment de plonger dans des notes et des extraits basés sur l'excellent ouvrage The Psychology of Money de Morgan Housel. Salut. Ouais, un ouvrage vraiment incontournable pour le coup. Absolument. Et notre mission, c'est de distiller toutes ces informations pour essayer de comprendre comment l'être humain interagit réellement avec l'argent. Parce que, on va le voir, c'est loin d'être aussi logique qu'on le pense. Oh que non. C'est même tout l'inverse en fait. Pour poser le décor, il faut vraiment s'imaginer une scène assez surréaliste. Ça se passe à Los Angeles dans les années 2000. D'accord? Imagine un jeune voiturier. Il travaille dans un grand hôtel de luxe et il voit défiler toute l'élite financière de la ville. Et parmi eux, il y a ce cadre technologique. Le profil du jeune prodige de la Silicon Valley, j'imagine. C'est exactement ça. La vingtaine, il a conçu et breveté un composant hyper important pour les routeurs Wi-Fi. Il a vendu plusieurs boîtes, il est devenu millionnaire très très vite. Le rêve américain classique. Sur le papier, oui. Sauf que sa relation avec sa propre fortune, c'est un mélange hyper toxique d'insécurité profonde et d'un comportement franchement presque infantile. C'est-à-dire? Par exemple, il se promenait constamment avec une liasse de billets de 100 dollars épaisse comme ça, tu vois, Plusieurs centimètres d'épaisseur. juste pour qu'on la remarque. Le besoin d'exister par le regard des autres. Voilà. Et un jour, il tend des milliers de dollars en liquide à un collègue de notre fameux voiturier. Il lui dit d'aller lui acheter des pièces d'or dans une bijouterie à côté. Des pièces d'or. Comme ça, sur un coup de tête? Ouais. Le voiturier revient avec les pièces et devine ce que ce cadre en fait. Je sais pas. Un investissement farfelu? Même pas. Il va au bord de l'océan Pacifique avec ses potes et il s'amuse à faire des ricochets sur l'eau avec ses pièces d'or massifs. Attendez, ricochets dans la mer? Oui, juste pour rire. Pour voir qui arrive à lancer une pièce d'or le plus loin possible dans les vagues. C'est le genre de comportement qui dépasse l'entendement. On jette littéralement du capital dans l'océan pour amuser la galerie. C'est clair. Et ça l'aide pas là. Quelques jours plus tard, ce même gars brise une lampe dans le restaurant de cet hôtel de luxe. Par accident? On sait pas trop, mais le manager s'approche, très poliment, et l'informe que la lampe coûte 500 dollars et qu'il va falloir la remplacer. Logique? On le regarde de haut. Il sort sa fameuse brique de billets, il en détache 5000 dollars en liquide, il les jette au visage du manager et il lui dit de dégager et de plus jamais oser l'insulter pour des broutilles pareilles. C'est d'une arrogance incroyable. Et le résultat inévitable de tout ça. Quelques années plus tard, ce génie de la technologie a fini complètement, totalement ruiné. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Et d'ailleurs, le contraste avec l'autre bout du spectre financier est la meilleure façon d'aborder nos sources du jour. Ouais, il y a une autre histoire qui est l'exact opposé. Tout à fait. Il suffit de regarder l'histoire d'un homme qui s'appelle Ronald Read. C'est l'antithèse absolue de ce cadre tech. Reed, c'était un modeste agent d'entretien et employé de station-service dans le Vermont rural. Le Vermont, c'est pas vraiment le centre de la haute finance mondiale, hein. Vraiment pas. Il a été la toute première personne de sa famille à obtenir le bac. Et il devait faire du stop tous les jours pour aller au lycée. Sa vie, c'était la discrétion incarnée. Il a réparé des voitures pendant super longtemps, non? 25 ans à réparer des voitures. Puis 17 ans à balayer les sols d'un grand magasin de JCPenney. Il a acheté une petite maison de 2 chambres pour 12 000 dollars et il y a vécu toute sa vie. Son passe-temps, c'était de couper du bois de chauffage. La vie simple par excellence. Exactement. Et il s'éteint en 2014, à l'âge très respectable de 92 ans. Et c'est là que cet humble concierge fait la une des journaux dans le monde entier. Pourquoi? Parce que sur les millions de personnes qui sont mortes cette année-là, une infime minorité possédait une fortune de plus de 8 millions de dollars. Et Ronald Read en faisait partie. C'est quand même dingue. Surtout qu'il n'a pas gagné à la loterie, il n'a pas touché un héritage secret d'un oncle lointain. Non, rien de tout ça. Il a juste économisé le peu qu'il pouvait chaque mois, il a investi ça dans des actions d'entreprise historiques et solides, et il a laissé le temps faire le travail pendant des décennies. À sa mort, il a laissé 2 millions à ses beaux-enfants et il a donné plus de 6 millions à l'hôpital et à la bibliothèque de sa petite ville. C'est magnifique. Et pour que la comparaison soit vraiment parfaite, les notes de notre dossier mentionnent qu'au même moment où Reed faisait l'actualité, un autre homme attirait la presse financière, un certain Richard Fuscone. Ah oui, l'inverse de Reed sur le papier. Exactement. Fuscone, c'était un cadre dirigeant chez Merrill Lynch, éduqué à Harvard avec un MBA super prestigieux. Il était tellement doué dans la haute finance qu'il a pris sa retraite de manière anticipée, dans la quarantaine. Il avait absolument tout pour lui. Jusqu'à ce qu'il prenne une très mauvaise décision. Voilà.
Au milieu des années 2000, il s'est endetté lourdement pour agrandir un manoir extravagant dans le Connecticut. On parle d'une propriété de 18 000 mètres carrés. 18 000 mètres carrés? C'est délirant. 11 salles de bain, 2 ascenseurs, 2 piscines et un coût d'entretien hallucinant de 90 000 $ par mois. Juste pour l'entretien? Ouais. Et quand la crise financière de 2008 a frappé, ses finances ont été balayées. Il a fait faillite et son fameux manoir a été vendu aux enchères pour une fraction ridicule de sa valeur initiale. Bon, décortiquons tout ça. D'un côté, on a un prodige de la technologie et un génie de la finance diplômé de Harvard, qui finissent tous les deux sur la paille. Ouais. Et de l'autre, on a un concierge de supermarché qui amasse tranquillement une fortune générationnelle. C'est quand même le monde à l'envers, non? C'est le monde à l'envers, et c'est tout l'enjeu de notre analyse d'aujourd'hui. La thèse centrale qui ressort de nos documents, c'est que le succès financier n'a rien à voir avec une science dure. C'est pas juste des maths. Pas du tout. C'est pas une question d'intelligence pure, de QI ou de maîtrise de formules complexes sur Excel. C'est en réalité une compétence comportementale. C'est ce qu'on appelle une soft skill, où la psychologie, la gestion des émotions et le comportement quotidien priment largement sur le savoir technique. C'est amusant d'évoquer la psychologie, parce que quand on observe certaines décisions financières autour de nous, on a souvent l'impression que les gens perdent simplement la tête, qu'ils deviennent fous avec leur argent. On a très vite fait de juger. Ce qui est fascinant ici, c'est que personne n'est réellement fou. Vraiment personne. Même le gars qui fait des ricochets avec de l'or. Même lui, d'une certaine manière. Chaque décision financière prend tout son sens pour l'individu qui la prend, à l'instant précis où il la prend. Tout dépend de son propre modèle mental, de la façon dont son cerveau perçoit le monde. À cause de son vécu. Voilà. Il faut se rendre compte d'une chose mathématique. L'expérience personnelle de n'importe quel individu représente environ 0,0000001% de ce qui s'est réellement passé dans l'histoire du monde. Mais cette même infime fraction d'expérience constitue 80% de sa vision du monde. Donc, deux personnes brillantes peuvent avoir des approches radicalement opposées sur l'épargne, juste parce qu'elles ont traversé des réalités différentes. Exactement. Les sources illustrent ça avec des exemples historiques super parlants. Quelqu'un qui a grandi dans les années 60 a connu une inflation galopante. Les prix triplaient. L'argent perdait sa valeur à vue d'œil. Ouais, donc cette personne n'aura jamais le même rapport au risque ou à l'épargne que quelqu'un qui a grandi dans la stabilité totale des prix des années 90. Leurs cerveaux n'ont pas été câblés par les mêmes crises. C'est biologique presque. Il y a aussi cette anecdote sur John F. Kennedy qui m'a frappée. En 1960, pendant sa campagne présidentielle, un journaliste lui a demandé quels étaient ses souvenirs personnels de la Grande Dépression. La fameuse crise de 29. Exactement, et Kennedy a admis avec une grande franchise qu'il n'en avait aucune expérience directe. Sa famille avait l'une des fortunes les plus colossales du pays, et cette fortune avait même grandi pendant la dépression. Il vivait dans une bulle. Totalement. Ils avaient embauché plus de domestiques habités de plus grandes maisons. Kennedy a avoué n'avoir découvert la réalité brutale de la Grande Dépression qu'en lisant des livres d'histoire pendant ses études à Harvard. C'est la preuve parfaite que l'expérience dicte la perception. Et si on applique cette logique au fameux paradoxe de la loterie, une mécanique qui est très souvent jugée, prend soudainement sens. Le fait que les gens achètent des tickets à gratter. Oui, statistiquement, aux États-Unis, les ménages les plus pauvres dépensent environ 412 $ par an en billets de loterie. C'est énorme. C'est 4 fois plus que ce que dépensent les ménages à haut revenu. Et le détail qui choque tout le monde, c'est qu'une immense majorité de ces mêmes ménages précaires disent être incapables de réunir 400 $ en cas d'urgence médicale ou matérielle. On pourrait facilement se dire que c'est un cruel manque d'éducation financière. Je veux dire, vider un filet de sécurité qui n'existe déjà pas pour acheter un ticket qui offre une chance sur 1 million de gagner, ça semble totalement irrationnel. C'est irrationnel sur le plan purement comptable, oui, mais psychologiquement, ce n'est pas un calcul mathématique. Qu'est-ce que c'est alors? Ces individus n'achètent pas un investissement avec un retour sur capital attendu. Ils achètent un rêve. Dans un système où ils ont l'impression que les portes de l'ascension sociale sont cadenassées, ce billet de loterie, c'est le seul instant de leur semaine où ils peuvent tenir entre leurs mains la possibilité tangible d'obtenir ce que les classes aisées considèrent comme un acquis. C'est une dépense émotionnelle. C'est ça, pas financière. C'est puissant comme perspective. Et en parlant de cette fameuse chance sur 1 million, les notes nous amènent à examiner deux forces jumelles qui dirigent absolument toutes nos trajectoires. La chance et le risque. Les deux faces de la même pièce. L'histoire de Bill Gates en est la parfaite illustration. En 1968, il y avait environ 303 millions de jeunes en âge d'aller au lycée dans le monde.
Sur ces 303 millions, seuls 300 fréquentaient la Lakeside School à Seattle. Une école très particulière. Très particulière parce que c'était l'une des très rares écoles au monde à posséder un ordinateur extrêmement avancé pour l'époque. Et ça, grâce aux fonds récoltés lors d'une simple vente de charité locale. Un concours de circonstances incroyable. Gates avait évidemment un talent inné et une éthique de travail redoutable, mais il a aussi tiré le ticket gagnant à la loterie cosmique. Une chance sur 1 million. Sans Lakeside, l'histoire de Microsoft n'aurait peut-être jamais existé. Mais il est impératif d'examiner l'autre face de cette médaille. La chance a un jumeau sombre, on l'a dit, qui est le risque. Bill Gates avait un meilleur ami à Lakeside, un garçon qui s'appelait Kent Evans. Il en parle souvent d'ailleurs. Oui, de l'aveu même de Gates, Kent était le meilleur élève de la classe. Ils partageaient la même ambition dévorante. Ils passaient des heures au téléphone à planifier leur avenir, à se demander s'ils finiraient PDG ou grand diplomate. Kent Evans aurait logiquement dû être l'un des partenaires fondateurs de Microsoft avec lui. Seulement, Kent a été frappé par le risque, avec une probabilité tout aussi microscopique. Il a perdu la vie dans un accident d'alpinisme avant même d'avoir obtenu son diplôme. C'est tragique. Oui. La chance et le risque sont les deux faces d'une dynamique qu'on ne contrôle absolument pas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avant d'ériger des statues aux grands vainqueurs du capitalisme. On admire souvent des réussites extrêmes sans voir le rôle du hasard derrière. Le cas de Cornelius Vanderbilt dans nos notes est très révélateur. Le baron des chemins de fer. Voilà. Il a bâti son empire ferroviaire au XIXe siècle en bafouant ouvertement les lois de l'époque. Il allait jusqu'à dire publiquement qu'il n'en avait rien à faire des lois. Aujourd'hui, on encense son audace et son esprit de conquête parce que, ça a fonctionné. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais si la pièce était tombée de l'autre côté, l'histoire ne retiendrait de lui que l'image d'un criminel financier imprudent qui a fini ses jours en prison. La frontière entre l'audace géniale et l'imprudence destructrice, elle est d'une finesse imperceptible. C'est souvent le hasard seul qui décide de quel côté on atterrit. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si les succès extrêmes sont dictés par des forces aléatoires, il y a quand même un levier mathématique très puissant sur lequel on a une véritable emprise. Lequel ? Et pour bien le visualiser, nos sources font un détour inattendu par la climatologie. La météo. Ouais. Vladimir Köppen, qui est un météorologue très reconnu, a fait une découverte fascinante sur l'origine des ères glaciaires. On imagine souvent qu'une ère glaciaire s'est déclenchée par des hivers d'une brutalité apocalyptique. Genre un froid polaire instantané. Exactement. Mais en réalité, c'est l'inverse. L'élément déclencheur, c'est juste un été modérément frais. Un été qui n'est juste pas assez chaud pour faire fondre la totalité de la neige accumulée l'hiver précédent. Donc il reste une petite couche. Voilà, une toute petite pellicule survit. L'hiver suivant, la nouvelle neige se dépose sur cette base déjà glacée, ce qui réfléchit encore plus la lumière du soleil. Le sol se refroidit un peu plus, entraînant des chutes de neige plus importantes l'année d'après. Un effet boule de neige au sens propre. Et un été un peu frais finit par créer une calotte glaciaire de plusieurs kilomètres d'épaisseur. C'est l'analogie la plus élégante possible pour décrire la force la plus sous-estimée en finance, les intérêts composés. La fameuse magie des intérêts composés. C'est l'impact d'une accumulation ininterrompue sur une très très longue période. Regardons le cas de Warren Buffett. On estime sa fortune actuelle à près de 84,5 milliards de dollars. Ce qui échappe à la majorité des gens, c'est que 81,5 milliards de cette somme ont été générés après son 65e anniversaire. Attends, la quasi-totalité de sa fortune a été faite alors qu'il avait déjà l'âge de la retraite ou... Absolument. Personne ne conteste son talent d'investisseur, c'est un génie, mais son arme secrète, avant tout, c'est le temps. S'il avait commencé à investir à 30 ans au lieu de commencer quand il était gamin, en gardant son taux de rendement habituel, et qu'il avait décidé de prendre sa retraite à 60 ans pour profiter de la vie, sa fortune serait de combien aujourd'hui? Elle ne serait pas de 84 milliards, elle serait d'environ 11,9 millions de dollars. Waouh! C'est 99,9% de richesse en moins, juste à cause du temps. La comparaison avec Jim Simons rend le concept encore plus frappant. Simons, il dirige un fonds d'investissement alternatif hyper performant Renaissance Technologies. Son taux de rendement annuel moyen, c'est 66%. C'est colossal. C'est 3 fois le taux de rendement de Warren Buffett. C'est un record historique quasi inégalé. Et pourtant, la fortune personnelle de Simons est évaluée autour de 21 milliards de dollars, contre les 84 milliards de Buffett. Et la différence, c'est le temps.
Simons n'a vraiment trouvé son rythme de croisière en investissement qu'autour de la cinquantaine. Il a eu 2 fois moins de temps que Buffett pour laisser l'accumulation opérer. Cumuler, s'enrichir, ce n'est que la première moitié du problème en fait. La seconde moitié est de loin la plus complexe, c'est de rester riche. Ah oui, la préservation. Le crash boursier d'octobre 1929 nous offre une leçon intemporelle là-dessus. Prenons Jesse Livermore, sans doute l'un des plus grands traders de son époque. Il a eu l'instinct incroyable de parier à la baisse juste avant le jeu du noir. Un coup de génie. En l'espace d'une seule journée, pendant que l'économie américaine s'effondrait et plongeait le monde dans la Grande Dépression, Livermore a empoché l'équivalent actuel de 3 milliards de dollars. Pendant ce temps, les autres perdaient tout. Exact. Pendant ce même crash, un richissime promoteur immobilier, Abraham Germansky, qui avait lourdement parié sur la hausse, lui, il a tout perdu. Et il a mystérieusement disparu dans la tourmente new-yorkaise. Donc Livermore était le grand vainqueur. Il était sur le toit du monde. Oui. Mais la suite de l'histoire montre que la victoire est très fragile. Grisé par ce coup de maître exceptionnel, Livermore a développé un vrai complexe d'invincibilité. Il a recommencé à prendre des risques démesurés, à s'endetter massivement, Il pensait qu'il ne pouvait plus perdre. et à peine 4 ans plus tard, les marchés ont eu raison de lui. Il a perdu l'intégralité de sa fortune et, tragiquement, il a fini par mettre fin à ses jours. C'est glaçant. Ça illustre un concept vital, la survie avant tout. Pour s'enrichir, il faut de l'optimisme, de l'audace, une capacité à prendre des risques calculés. Mais pour rester riche, il faut adopter le comportement diamétralement opposé. Faut être prudent. Il faut de la frugalité, une bonne dose d'humilité et la peur très saine que tout puisse disparaître du jour au lendemain. C'est ce qu'on appelle la stratégie de l'alter ou une mentalité bipolaire. C'est-à-dire? D'un côté, il faut être un optimiste acharné sur le potentiel de croissance à long terme. Mais de l'autre, il faut être totalement paranoïaque quant aux menaces à court terme. Il faut structurer ses finances pour survivre aux récessions inévitables, aux pandémies, aux accidents de la vie. Juste pour rester dans la partie. Voilà, avoir le privilège de rester dans le jeu assez longtemps pour laisser les intérêts composés faire leur travail, comme l'ère glaciaire. Cette paranoïa à court terme est un excellent bouclier. Mais il y a une autre faille comportementale majeure qui empêche de bâtir ce patrimoine. Et ça me ramène à notre histoire du voiturier au début. Ah, à Los Angeles! Oui, c'est le fameux paradoxe de la voiture de sport. À l'époque, devant cet hôtel, il y avait un balai constant de Ferrari, de Lamborghini, de Rolls-Royce. Et la révélation de ce voiturier est assez cruelle. Qu'est-ce qu'il a marqué, hein? Quand une voiture à un demi-million de dollars passe dans la rue, personne ne regarde jamais le conducteur. Les passants fixent la voiture. Et en fait, ils se projettent eux-mêmes au volant. C'est tellement vrai. Le conducteur, lui, il est intimement persuadé qu'il s'achète l'admiration et le respect de la foule, alors qu'en vérité, personne ne l'admire lui. Les autres utilisent sa richesse visible comme un simple miroir pour projeter leur propre fantasme de réussite. Le pauvre conducteur devient juste un figurant dans le rêve des autres. C'est ça. Penser que l'argent dépensé de manière ostentatoire va forcer le respect des autres, c'est une illusion totale. C'est une excellente transition vers l'une des idées les plus profondes des sources qu'on analyse aujourd'hui. La véritable richesse est ce que l'on ne voit pas. C'est paradoxal. Il y a cet exemple d'un individu appelé Roger. Pendant des mois, Roger arrivait au travail au volant d'une Porsche flambante neuve. Dans l'esprit de tous ses collègues, Roger était l'incarnation même de la réussite financière. Le gars qui a réussi. Et puis, du jour au lendemain, il a commencé à venir travailler dans une vieille Honda complètement cabossée. Que s'est-il passé? La banque avait saisi sa Porsche pour défaut de paiement. La confusion générale vient du fait qu'on confond être riche, c'est-à-dire avoir un revenu élevé à l'instant T, et posséder de la véritable richesse. C'est pas la même chose. Non. Un gros salaire, c'est très visible. C'est la Porsche à 100 000 $. Mais la richesse, l'indépendance financière, c'est l'exact opposé. C'est l'argent qui n'a pas été dépensé. L'argent invisible. La richesse, ce sont les voitures de luxe laissées chez le concessionnaire, les montres non achetées, les surclassements en première classe qu'on refuse poliment. C'est un potentiel financier qui n'a pas encore été converti en bien matériel visible pour impressionner les autres. Le livre fait un parallèle génial avec le sport et l'alimentation. Quand on termine une séance de sport très intense, on a cette sensation de brûlure musculaire et on se dit souvent qu'on a bien mérité un repas énorme et super calorique. La fameuse récompense. Céder à cette envie de repas copieux, c'est l'équivalent de se sentir riche et de flamber son salaire. La véritable création de richesse, c'est d'avoir la discipline de faire la séance de sport ardente et de refuser le repas calorique dans la foulée. C'est la capacité à retarder la gratification. Exactement. Le problème, c'est qu'on évolue dans une société où l'on apprend par imitation sociale.
Comment on fait pour apprendre à accumuler de la richesse invisible quand, par définition, les modèles de réussite financière silencieuse, comme Ronald Reed, le concierge, sont invisibles? On ne voyait pas ces millions s'accumuler pendant qu'il balayait les rayons. Voilà. C'est un défi culturel immense. Et ça pose la question des limites. Pourquoi s'imposer cette discipline d'accumulation invisible si ce n'est pas pour en profiter un jour? Et c'est là qu'intervient le piège destructeur de l'insatiabilité. Le fait de ne jamais en avoir assez? Le document cite deux cas extrêmes, Raja Gupta et Bernie Madoff. Ah oui, Madoff, on le connaît bien. Gupta, lui, c'était le prestigieux PDG du cabinet de conseil McKinsey. Il siégeait au conseil d'administration de firmes gigantesques comme Goldman Sachs. Il était impliqué dans la philanthropie mondiale et sa fortune personnelle avoisinait les 100 millions de dollars. Il avait réussi sa vie sur tous les plans. Et pourtant, il a ruiné sa vie et sa réputation en commettant un délit d'initié sordible. Simplement pour faire fructifier un peu plus son capital via un fonds spéculatif. Pour gagner quelques millions de plus alors qu'il en avait déjà 100. Et Bernie Madoff, avant même de monter sa tristement célèbre pyramide de Ponzi, il dirigeait une entreprise de tenue de marché très respectée. C'était une activité tout à fait légale de fourniture de liquidités en bourse. Et ça lui rapportait légitimement entre 25 et 50 millions de dollars par an. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi des hommes qui avaient déjà plus d'argent qu'ils ne pourraient en dépenser en 10 vies ont-ils volontairement franchi la ligne rouge et tout détruit? Warren Buffett a analysé leur chute d'une manière très chirurgicale. Il a dit que pour gagner de l'argent dont ils n'avaient absolument pas besoin, ils ont risqué ce qu'ils possédaient déjà et dont ils avaient un besoin vital, leur liberté et leur réputation. Le risque n'en valait pas la peine. Le dénominateur commun, c'est l'absence totale de la notion d'assez. Dans notre système moderne, le plafond de la comparaison sociale, il est littéralement infini. Il y a toujours quelqu'un de plus riche. Si quelqu'un gagne un demi-million de dollars par an en jouant au baseball, il va se sentir comme le roi du monde. Jusqu'au jour où il va croiser le joueur vedette de l'équipe qui gagne 30 millions. Ce même joueur se sentira pauvre face au gestionnaire de fonds qui en gagne 300 millions. Qui lui-même jalousera le fondateur d'une entreprise tech dont le patrimoine se compte en milliards. C'est un jeu qui ne peut mathématiquement pas être gagné en participant. La seule victoire possible, c'est de refuser de jouer. Et de définir son propre niveau de ce qui constitue assez. Surtout que définir ce point de satiété, ça permet de débloquer le véritable intérêt de l'argent. Les recherches du psychologue Angus Campbell sur les racines du bonheur sont hyper claires là-dessus. Il a étudié plusieurs populations, c'est ça? Oui, et il a découvert que le dénominateur commun du bonheur ne résidait pas du tout dans le montant du salaire, ni dans la taille de la maison, ni dans le prestige du titre professionnel. La variable clé, c'est le sentiment d'avoir le contrôle sur sa propre existence. L'autonomie. Le plus grand dividende que l'argent puisse générer, c'est la capacité de se lever un mardi matin et de se dire « je peux faire exactement ce que je veux aujourd'hui ». Ça n'a pas de prix. Avoir un peu d'épargne permet de prendre un arrêt maladie quand on est épuisé sans avoir la boule au ventre de ne pas pouvoir payer le loyer. Avoir plus d'épargne, ça permet de refuser un emploi toxique après un licenciement, de prendre son temps pour attendre une meilleure opportunité. Cette autonomie, elle s'acquiert bien plus tôt qu'on ne le pense souvent. L'exemple de l'entrepreneur Derek Sivers le prouve. À 22 ans, il travaillait d'arrache-pied et il a réussi à mettre de côté 12 000 dollars. 12 000 dollars à 22 ans. Avec ce petit pécule comme seul filet de sécurité, il a démissionné de son emploi régulier pour devenir musicien à plein temps. Il savait que ses dépenses de base étaient couvertes s'il faisait juste quelques petits concerts par mois. Il a raconté plus tard qu'il s'était senti totalement libre pour le reste de sa vie à partir de cet instant très précis. C'est un beau sentiment. Et quand il a vendu son entreprise des années plus tard pour plusieurs dizaines de millions de dollars, il a affirmé que cela n'avait rien changé à son sentiment profond de liberté. Ce sentiment, il était déjà acquis à 22 ans avec ses 12 000 dollars. L'épargne, c'est pas une cagnotte pour acheter des trucs plus tard. C'est un bouclier qui protège contre les imprévus. C'est une belle philosophie, mais soyons pragmatiques une seconde. Avec l'inflation et la flambée du coût de la vie aujourd'hui, 12 000 dollars, ça ne permet plus du tout de tout quitter sereinement. Le montant doit sembler dérisoire pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Le chiffre de 12 000 dollars est anecdotique. Il est lié à l'époque de Sivers. L'important, c'est pas le montant brut. C'est le ratio entre le coût de la vie de la personne et son épargne. La création d'une marge de manœuvre. Exactement. Et c'est d'autant plus crucial si l'on observe l'évolution du monde du travail. Dans les années 50, une grande partie de la main-d'œuvre travaillait dans des usines ou dans l'agriculture. Quand la sirène sonnait, l'ouvrier posait ses outils et il rentrait chez lui. La journée était finie, la déconnexion était physique. Voilà. Aujourd'hui, nous avons basculé dans une économie de l'emploi cognitif.
John D. Rockefeller disait déjà à son époque que son outil de travail n'était pas ses mains, mais son esprit. Il passait ses journées à regarder par la fenêtre pour réfléchir. Et aujourd'hui, c'est la réalité de millions de personnes. Que l'on soit développeur, manager, analyste, le cerveau est l'outil de production. Et cet outil, il ne s'arrête jamais de tourner. Le travail s'immisce sous la douche, pendant les trajets, au milieu de la nuit. C'est pour ça que le niveau de stress global a explosé, malgré une hausse de la richesse globale. Dans ce monde hyper connecté, l'épargne est la seule porte de sortie pour acheter du temps, imposer des limites et retrouver de la flexibilité temporelle. C'est devenu une compétence presque vitale. C'est une perspective qui change complètement la manière d'aborder un compte en banque. Mais cela soulève quand même un défi d'application au quotidien. Doit-on devenir des calculateurs implacables, des robots dénués d'émotions pour réussir ce parcours du combattant financier? Cela soulève une question importante, en effet. Et pour y répondre, nos sources font appel à un fait médical historique assez troublant, gardé pour la fin. Un fait médical? Oui. Au début des années 1900, un psychiatre autrichien nommé Julius Wagner-Jaurès tentait de trouver un remède contre la neurosyphilis. C'était une infection redoutable qui était fatale à l'époque. Sans traitement possible. Il avait observé dans ses dossiers cliniques que les patients atteints de cette maladie, qui contractaient accidentellement d'autres infections générant de très fortes fièvres, semblaient guérir miraculeusement de leur syphilis. La fièvre tua la bactérie de la syphilis. Exactement. Il a alors eu une idée expérimentale extrême. Il a délibérément inoculé à ses patients une souche atténuée de la maladie dans le seul but de provoquer chez eux des fièvres intenses et prolongées. Inoculer la malaria, c'est radical. Et contre toute attente, cette méthode a fonctionné. Son intuition lui a même valu de remporter le prix Nobel de médecine. Le lien avec nos portefeuilles est brillant. Ce que Wagner-Jaurès a démontré, c'est qu'une fièvre n'est pas simplement un symptôme désagréable dont il faut se débarrasser à tout prix. Non, c'est un mécanisme de défense. C'est un outil rudimentaire de l'organisme, mais essentiel pour combattre une menace plus grande. Avec la gestion de l'argent, c'est exactement la même dynamique. Le parallèle est parfait. Essayer de maintenir un plan d'investissement d'une rationalité froide et mathématiquement parfaite en toutes circonstances, c'est non seulement impossible, mais c'est aussi aller contre la nature humaine. L'objectif, c'est pas d'être un gestionnaire parfaitement rationnel qui calcule chaque dépense au centime près. L'objectif, c'est d'être fondamentalement raisonnable. Raisonnable plutôt que rationnel. Il faut toujours privilégier ce qui est psychologiquement raisonnable à ce qui est mathématiquement rationnel. C'est la pierre angulaire de toute cette analyse. Une stratégie financière qui n'est pas optimisée au maximum sur le fichier Excel, mais qui permet de dormir sereinement la nuit lors des fluctuations du marché, vaudra toujours 1000 fois mieux qu'une allocation d'actifs théoriquement parfaite, mais que l'on abandonnera en panique à la première crise économique. Parce qu'on est humain. L'être humain n'est pas une équation. Il est régi par des émotions, des peurs, des biais. Construire un plan qui tolère nos propres imperfections est la seule vraie voie vers la résilience financière. Et sur cette conclusion pleine de sagesse, quiconque écoute cette analyse aujourd'hui a de quoi méditer. Est-ce que les stratégies financières que l'on s'impose sont conçues pour des automates sans émotion, ou sont-elles vraiment adaptées à notre propre humanité, avec son besoin incompressible de flexibilité, de tranquillité d'esprit et de marge d'erreur? C'est la question à se poser. C'est souvent cette petite nuance très humaine qui fera toute la différence au cours d'une vie entière. C'est la fin de notre session pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé cette plongée fascinante au cœur des comportements humains face à la richesse. Merci, c'était passionnant. À la prochaine et que tout le monde reste raisonnable.